Quelle est la meilleure stratégie pour investir dans l'immobilier? En fait, chaque investisseur, chaque formateur vous présente sa stratégie, les logements atypiques, les immeubles de rapport, les colocations, les biens au rendement, etc. Et bien, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de stratégie unique. Il n'y a qu'une stratégie qui vaut, c'est celle en fonction de ta situation. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que tout à la fin de la vidéo, je te donnerai les 5 étapes à respecter pour justement avoir une stratégie qui marche d'ailleurs à tous les coups, peu importe ta situation, mais surtout une stratégie qui aura des effets propulsants, des effets fulgurants, pour créer un patrimoine scalable et très puissant. La première chose avant d'établir une stratégie, c'est qu'il faut maîtriser les bases de l'immobilier et de l'investissement immobilier. Ça, c'est primordial. Alors, ça passe notamment par analyser ta situation financière. Combien tu épargnes tous les mois? Est-ce que tu as une bonne gestion financière? Est-ce que tu dépenses bêtement? En fait, tous ces trucs-là sont hyper importants à maîtriser. Il faut absolument que tu épargnes. Il faut absolument que tu fasses pas n'importe quoi avec tes finances parce que le banquier va le voir et surtout, ça va te jouer des tours lorsque tu voudras emprunter. Donc ça, c'est essentiel. Il faut que tu fasses un bilan vraiment de tes finances pour que ça soit très sain. Une petite astuce par rapport à ça est au minima 2 comptes bancaires. Enfin, quand je dis 2 comptes bancaires, c'est 2 IBAN. Un IBAN compte courant, un IBAN compte épargne. Je vois parfois des personnes, ils ont juste un compte courant et puis ils laissent l'argent là-dedans. C'est pas bien parce qu'en fait, du coup, c'est flou. Tu mélanges un peu ton épargne, un peu ton train de vie. Et donc, pour le banquier et même pour toi, tu peux pas avoir une visibilité sur exactement combien tu mets de côté. Et ça, c'est hyper important que le banquier le voit. Donc, chaque mois, tu fais un virement du compte courant au compte épargne et tu mets épargne mensuelle. C'est un petit truc, mais ça fait vraiment la différence auprès du banquier. Maintenant, la deuxième chose, et ça c'est une base de l'immobilier, il faut que tu calcules ta capacité d'emprunt avant de te lancer dans ta stratégie immobilière. Ça c'est hyper important, surtout depuis le 1er janvier 2022, il faut le faire. Idéalement, il faut que tu regardes que ta capacité d'emprunt, en fait, ne dépasse pas 35%. Bon, alors comment calculer ta capacité d'emprunt? Il y a un petit calcul assez bête. Tu fais ton salaire fois 35%, tu obtiens un résultat. Ce résultat, tu enlèves ton loyer ou le crédit de ta résidence principale. Et puis ça, ce sera la mensualité que tu pourras a priori emprunter. Tu veux savoir le budget total, tu fais fois 20 ans, ce sera la durée du prêt et tu auras le montant total que tu pourras tout simplement emprunter. Alors pas de panique, si tu constates que ton loyer est supérieur au résultat salaire fois 35%, il y a plein de solutions en fait pour dépasser ces 35%. Mais ça reste quand même la base. Ok? Donc fais ça. Et si tu vois que tu es un petit peu bloqué, dis-le moi en commentaire et je verrai pourquoi pas pour te faire une autre vidéo pour t'expliquer les stratégies pour passer la barre des 35%. Troisième chose, en termes de base de l'immobilier, il faut présenter un dossier de qualité à la banque. Pas trop de personnes, ils y vont un petit peu les mains dans les poches et en fait ils disent oui bon voilà j'ai vu ce bien là, ça m'intéresse, j'ai signé un compromis, je voudrais faire un prêt immobilier. Qu'est-ce que vous pouvez me faire? Est-ce que vous pouvez m'accompagner, etc. Non, si tu vas voir le banquier comme ça, c'est sûr le banquier il va te saigner, il va faire n'importe quoi, il va en plus te prendre pour un petit rigolo. Est-ce que ça, c'est une approche professionnelle? Je te pose la question. Bah non, évidemment. En fait, une approche professionnelle, c'est avoir un dossier bancaire et aller préparer avec un script. Moi, c'est ce qui se passe. Dans l'accompagnement, on a tous un script. En fait, ce script, il cartonne. Et grâce à un certain discours que tu vas avoir au banquier, le banquier va être impressionné. Il va voir que tu veux une relation sur le long terme. Il va voir plusieurs choses qui font qu'il va vouloir te prêter aux conditions que tu souhaites. Et ça, c'est primordial. Donc, dossier bancaire dans lequel tu vas étayer et détailler en fait ton investissement, ta situation actuelle, ta situation future post-investissement, ton état civil éventuellement, une petite étude du marché. Tous ces points-là, il faut le mettre dans le dossier bancaire. La deuxième chose, en fait, il va falloir que tu définisses ton objectif. Pourquoi finalement tu veux investir dans l'immobilier? Ça, c'est hyper important de définir son objectif d'investissement. Alors, il y a plusieurs types d'objectifs et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à écouter tous les formateurs ou les investisseurs parce qu'en fait, ils ont déterminé une stratégie qui leur convient en fonction de ce qu'ils veulent faire et de là où ils veulent investir. Et donc, ça change beaucoup de choses. Et donc là, je vais donner des astuces concrètes. Alors, stratégie numéro 1, tu as un objectif de te créer une retraite grâce à l'immobilier ou d'avoir un complément de revenu sur les très long terme ou le moyen long terme. Bon, c'est plus ou moins la même chose avec la retraite. Dans ce cas de figure, eh bien, il va falloir faire 2 choses en général. Investir dans des moyennes ou grandes villes. Pourquoi? Retraite égale sécurité. On n'a pas envie de foirer sa retraite, on n'a pas envie d'investir dans l'immobilier pour au final avoir fait les mauvais choix. Investir dans des grandes villes, investir dans une grande métropole, en fait c'est des villes premium avec des gros fondamentaux, donc en fait très peu de risques, voire même quasiment pas de risque. Ça veut dire quoi? Concrètement, votre investissement immobilier, il va prendre en valeur, les loyers vont augmenter dans le temps, et donc vous aurez une retraite assurée et un complément de revenus long terme assuré. Deuxième option et deuxième objectif, tu veux te créer une liberté financière et donc avoir du cash flow immédiat. Et dans ce cas de figure, c'est une stratégie
opposé. Il va falloir investir dans des petites et moyennes villes, c'est-à-dire des villes avec un prix du mètre carré maximum en général de 2500 € du prix du mètre carré. Donc il faut éviter les grandes métropoles. Dans la plupart des cas, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que dans ces villes-là, il y a un ratio loyer et prix du mètre carré qui est très intéressant, qui va faire que tu auras un rendement très intéressant. Dans la plupart de ces villas d'ailleurs, sans faire grand-chose, tu auras un rendement autour de 6%. Et donc, si toi, tu fais les choses correctement, tu te formes, tu obtiens des connaissances, tu te fais accompagner, ou tu as déjà des connaissances, tu dois être capable assez facilement d'obtenir du 8, 9, 10% dans ces villas sans finalement faire grand-chose parce qu'en fait, tu as les connaissances. Et dans ces petites villes, tu vas tout simplement regarder pour faire des investissements dans des biens à forte rentabilité. Donc ça peut être des immeubles de rapport, ça peut être extrêmement intéressant, des maisons divisables, ça peut être différentes choses et même des choses un peu plus simples parfois. Hein. Ça peut même être un appartement que tu vas louer à une famille ou même des maisons, ça va dépendre, mais c'est vrai que c'est des stratégies à haut rendement qu'il faut viser. Le troisième point en fait, c'est que la stratégie, elle dépend de ton objectif personnel. Ça c'est évident, je l'ai déjà dit, mais ça veut dire quoi concrètement? Si tu veux un fort rendement, un fort cash flow, eh bien, il faut que tu ailles sur des stratégies d'exploitation à forte densité, à forte intensité même, j'ai envie de dire. Ça veut dire privilégier de la location courte durée, privilégier de la colocation, privilégier à minima de la location meublée pour booster le rendement, tout simplement. Alors qu'au contraire, si tu vis une stratégie long terme, tu peux te contenter de faire de l'autofinancement, voire même un peu moins que l'autofinancement, parce qu'en fait, tu vas privilégier des achats et une détention des biens sur le long terme. Et donc, la stratégie n'est pas la même. Ok, c'est hyper important à comprendre. C'est vraiment deux cas de figure très différents. Le troisième gros point à regarder, ça va être l'optimisation fiscale. La fiscalité, quand on veut construire un patrimoine immobilier, c'est primordial. On ne veut pas faire n'importe quoi. Parce qu'en fait, je le dis tout le temps, il y a quatre clés dans l'immobilier elles sont toutes interconnectées. Trouver un bon bien, trouver un bon financement, faire bien les travaux, avoir une bonne fiscalité. Elles sont tous interconnectées. Si tu loupes à une étape l'un de ces quatre piliers, ton investissement sera mauvais. Et ça vaut la même chose pour la fiscalité. Alors, point numéro 1 de cette partie-là, les statuts fiscaux à privilégier. En fait, il va y avoir 4 grands statuts fiscaux à privilégier. Le premier, ça va être le statut LMNP, loueur meublé non professionnel. C'est un statut qui est très intéressant parce qu'il te permet de déduire beaucoup de charges, d'avoir un amortissement du bien immobilier. Et donc, tu ne vas pas payer d'impôt en général sur plusieurs années. La problématique de ce statut fiscal, on va dire, c'est que tu es limité à 23 000 € de loyer. Et donc, c'est très très peu de loyer. Finalement, c'est 1-2 appartements, notamment dans les grandes villes françaises, de 23 000 € de loyer à l'année. Ce n'est pas énorme. Et quand je dis loyer, c'est charges incluses. En fait, c'est vraiment les recettes locatives. Le deuxième statut fiscal, ça va être le LMP, loueur meublé professionnel. Alors ça, c'est un statut fiscal qui fait peur à tout le monde. Mais il fait peur à tout le monde parce qu'il y a très peu de connaissances sur le sujet et parce qu'il y a beaucoup d'ignorance, d'incohérence, bref, il y a beaucoup de problématiques parce que les gens ne savent pas comment le faire fonctionner. Alors qu'en réalité, c'est un statut fiscal qui peut être très intéressant, notamment quand on est non-résident. Dans certains cas, ça peut être très intéressant. Alors après, il va falloir regarder en fait les pays de résidence. Donc là, je vais pas en parler ici, ce serait trop long et c'est pas le but de la vidéo. Mais le LMP, là, tu peux dépasser la barre des 23 000 € et si tu fais des bonnes acquisitions, tu n'auras pas de problématique en général liée à l'URSSAF. Il faudrait regarder plus en détail, mais c'est un statut vraiment à considérer. La troisième stratégie fiscale, en fait, ça va être la SCI à l'IS. C'est une stratégie qui peut être très considérable et même très puissante. C'est donc une société civile immobilière avec l'option de l'impôt sur les sociétés. Très intéressant parce qu'en fait, tu vas encapsuler l'impôt et tu vas avoir beaucoup de charges déductibles avec notamment un amortissement du bien immobilier. Maintenant, si, comme moi, tu es non-résident, attention, il ne faut pas forcément aller faire de la SCIS. Je ne vais pas encore aller dans les détails, mais c'est une stratégie qui peut être très intéressante pour se construire un gros patrimoine, capitaliser sur les biens et vraiment avoir comme une petite entreprise, j'ai envie de dire, avec des SCI, voire même une seule SCI. Dans certains cas, ça vaut certainement le coup. Il faudra étudier tout ça. La quatrième stratégie fiscale, ça va être la SARL de famille. C'est assez méconnu, c'est quelque chose d'assez particulier, mais en fait, c'est un outil très puissant, un outil fiscal. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez aller au statut LMP et LMNP sans avoir les conséquences généralement néfastes. Après, il y a des choses à maîtriser pour ne pas aller dans les conséquences néfastes, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va être transparent. Donc vous allez bénéficier des avantages d'investir en tant que particulier, sauf que vous allez investir avec une société qui est transparente et en plus vous aurez la possibilité de déduire beaucoup de charges et d'avoir un amortissement du bien. Donc ça, c'est très très puissant. Par contre, il y a des conditions. L'une des conditions, c'est d'investir en famille et notamment avec un premier degré de filiation. Ça veut dire frères, sœurs, parents. Pour mon cas, moi, ça pourrait être que ça pourrait être ma femme éventuellement ou mon fils puisque j'ai un enfant. Et donc là, ça peut fonctionner. Mais c'est tout le temps
1 degré, on ne peut pas s'éloigner à moins que ce soit une chaîne de plusieurs 1 degré de premier niveau. Alors la deuxième chose à regarder pour la stratégie fiscale, ça va être l'impact quant à sa tranche marginale d'imposition. En fait, le taux d'imposition. Ça, c'est hyper important à regarder parce que vous pouvez aller sur une stratégie d'investir en nom propre et en réalité, vous allez payer beaucoup d'impôts parce que votre tranche d'imposition est très élevée. Alors que si, au contraire, il va falloir encapsuler l'impôt parce que vous avez une TMI, une tranche marginale d'imposition très élevée. Donc ça, il faut regarder absolument. Il va falloir estimer, faire un provisionnel. OK, à quel moment ça vaut le coup d'investir en nom propre? Est-ce que ça vaut toujours le coup parce que ma TMI est élevée? Donc ça, c'est vraiment à voir. Également, est-ce que vous allez avoir du déficit comptable? C'est pas le déficit foncier, un déficit comptable. Et ça, c'est un point vraiment à regarder parce que dans ce cas de figure, vous pourrez peut-être aller même en nom propre sur quelques années. En fait, l'immobilier, c'est pas de l'immobilisme, c'est les stratégies fiscales, elles évoluent en fonction des années, en fonction de votre situation personnelle, marié, pas marié, parce qu'évidemment, votre foyer fiscal va également augmenter en termes de revenus. Donc, il faut regarder beaucoup de choses. Alors, la tranche marginale d'imposition, notamment quand on est non-résident, il va falloir vraiment la regarder. Il y a plusieurs tranches d'imposition, ça va être de 20% ou 30%, et même il y a un taux moyen. Je vais pas aborder ça, mais par contre, il y a aussi la convention fiscale à regarder. Et quand je dis convention fiscale, il va falloir vraiment regarder l'impact qu'on va avoir dans son pays de résidence. C'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai étudié toutes les conventions fiscales où il y a les non-résidents. Et en fait, la stratégie fiscale, elle varie énormément d'un pays à l'autre. Donc, faites très attention à ne pas faire de bêtises. Renseignez-vous avant d'opter pour telle ou telle stratégie parce que dans certains cas de figure, vous aurez une double imposition. Si par exemple, vous faites une SCLS, si vous faites du LMNP, enfin, ça va dépendre des cas. Donc faites très attention. Le troisième sous-point en lien avec la fiscalité, ça va être de bien structurer ses investissements. C'est hyper important, c'est ce que j'ai dit un petit peu précédemment, mais il y a plusieurs choses vraiment à regarder en fait pour faire une bonne analyse. Point numéro 1, choisir d'investir en nom propre ou en société. Il y a 2-3 variantes. La première variante, en fait, ça va être votre niveau de revenu. La deuxième variante, ça va être votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire avec l'immobilier? C'est important. Et la troisième variante, ça va être, si vous habitez à l'étranger, comme c'est mon cas, la convention fiscale notamment et les règles fiscales dans votre pays de résidence. Et puis la deuxième chose, ça va être tout simplement d'anticiper, de s'adapter aux éventuelles mesures qui peuvent arriver dans le temps. Et donc ça, c'est hyper important d'anticiper chaque projet en avance. Alors voilà, on arrive au point où je vais te donner tout simplement la stratégie qui va fonctionner pour toi, pour investir dans l'immobilier. Et peu importe ta situation et peu importe également ton environnement, ta zone géographique d'investissement, cette méthode va fonctionner pour toi. C'est une méthode en 5 étapes. La première étape consiste tout simplement à se renseigner sur votre marché de manière locale. Ça paraît bateau, mais c'est hyper important de le rappeler parce que les bases, ça c'est quand même la base, j'ai envie de dire. Et donc le local, ça veut dire maîtriser vraiment sa zone d'investissement, maîtriser tous les quartiers, toutes les rues, connaître les mauvais quartiers, connaître les zones à investir, les zones à potentiel, les zones estudiantines, les zones industrielles, les zones de services, les zones où il y a des forts centres d'intérêt, donc l'hypercentre, voire même première, deuxième, troisième couronne, il y a peut-être des bassins industriels, il y a peut-être un bassin aéronautique, il y a plein de choses à maîtriser et c'est ça qui va notamment guider en partie ta stratégie en fonction de ce que tu souhaites faire et en fonction de ce que le marché a besoin. Deuxième étape, utiliser les données à ta disposition. C'est hyper important d'analyser à titre personnel, de se faire guider. Je te conseille d'aller voir DVF. DVF, c'est une base de données qui va te permettre, en fait, de connaître tout l'historique des prix dans ta ville. Et ça, c'est quand même hyper important. Et cette base de données, elle remonte jusqu'à 2014 ou 2007 de mémoire, 2017, pardon. Mais c'est hyper utile parce que là, tu as un point objectif de négociation et tu peux te situer. Ok, j'ai tel appartement dans tel immeuble et en fait, il y a l'appartement du dessous, peu importe, il a été vendu, tu peux connaître le prix, la date d'acquisition et ça va te permettre de négocier et de te situer toi aussi pour savoir si c'est une bonne affaire. Tu peux également utiliser Castorus. Castorus, c'est un site internet qui va te permettre en fait de connaître tout l'historique des prix pour les annonces actuelles, c'est-à-dire tout simplement est-ce que le prix du bien immobilier il a bougé dans le temps et est-ce qu'il a baissé, augmenté. Bon, on augmente rarement le prix d'un bien en annonce. Et puis aussi combien de temps en fait il est en annonce. Ça c'est un élément quand même considérable parce que si tu sais que le bien est là depuis 6 mois, à un moment ou à un autre, le vendeur va devoir se plier au marché ou alors il restera éternellement collé à son immobilier et c'est pas ce qu'il souhaite. Donc à toi aussi de le faire entendre raison. Le troisième site internet qu'on peut utiliser, c'est un site classique mais hyper puissant. Moi j'utilise très rapidement pour avoir justement une analyse très rapide. C'est Meilleur Agent. Meilleur Agent, c'est très facile. Ça te permet aussi de cartographier ta ville avec les différents prix au mètre carré dans tout simplement ta ville, d'avoir les différents quartiers. Il y a Se Loger également qui a une partie du prix du mètre carré de ta ville par quartier. Tu peux même connaître les différents quartiers de la ville très rapidement grâce à ces deux outils parce que généralement ils vont te cartographier la ville avec les quartiers et tu vas voir les prix avec une légende vert étant moins cher, rouge étant plus cher dans ta ville du prix mètre carré et donc ça c'est quand même
très utile également. Ensuite, tu peux utiliser aussi des sites internet comme Oriz ou Livebox. C'est des sites qui vont agréger les annonces immobilières, qui vont même être en capacité de te fournir une simulation de rendement, un calculateur de rendement. Donc ça, c'est très utile. Moi, j'utilise notamment Simlock. C'est un outil qui est gratuit. Tu peux calculer ton rendement comme ça. Après, j'ai aussi un Excel que j'utilise perso. En fait, c'est un Google Sheet et tu peux calculer très rapidement ton rendement, ton loyer. Tu peux calculer ta mensualité de prêt, les taux d'intérêt, enfin, tu peux vraiment tout calculer. Et donc ça, c'est hyper important. Troisième stratégie, et là, c'est hyper important. Privilégie les biens avec un défaut réversible. Et comme ça va te donner deux avantages. Premier avantage, étant donné que le défaut il est réversible, tu vas pouvoir négocier. Ok, c'est-à-dire que tu vas avoir un défaut, donc le propriétaire à un moment, il doit aussi prendre conscience qu'il y a un défaut sur le bien, mais toi, tu vas être, et ça va être justement tout l'objectif, ça va être de réverser, de changer et de optimiser ce défaut de manière à ce qu'il n'existe plus. Donc ça, c'est un levier d'investissement et de négociation très intéressant. En plus de ça, ça va te permettre d'avoir une grosse rentabilité parce que un bien avec un défaut, c'est un bien moins cher, tu vas enlever le défaut et donc tu vas l'aménager, tu vas faire quelque chose de top. Moi récemment par exemple, j'ai acheté un grenier en dernier étage, j'ai acheté l'appartement qui était juste en dessous le grenier et j'aurais pu en faire un duplex. Donc ça c'est hyper puissant également. Alors après évidemment il fallait se renseigner avant pour savoir si le grenier je pouvais l'acheter à la copropriété, etc. Mais c'est comme ça en fait que on peut faire des bonnes affaires notamment. Quatrième étape vis-à-vis du vendeur, il faut que tu sois un caméléon. Il ne faut pas arriver avec un caractère trop marqué parce qu'en fait, il va falloir s'adapter au vendeur. Alors, s'adapter au vendeur, ça ne veut pas dire non plus faire n'importe quoi, mais ça veut dire tout simplement que, en fonction de sa personnalité, il va falloir que toi, tu crées une confiance, tu crées une crédibilité et que tu t'engages pour tout simplement s'adapter en fonction de ses attentes, en fonction de comment lui, il interagit. J'ai déjà vu par exemple des vendeurs qui voulaient plus vendre à une personne ou qui voulaient faire de son logement une résidence principale. Dans ce cas-là, pose la question pourquoi il vend, qu'est-ce qu'il voudrait faire plus tard, comment lui voudrait sélectionner le vendeur, notamment si c'est une superbe affaire qui va partir dans la journée, adapte-toi en fonction de lui. Et moi, quand le vendeur m'a dit ça, j'ai dit oui, moi justement, je voudrais acheter ce bien-là pour en faire un pied-à-terre au début, et puis d'ici quelques mois, on faire ma résidence principale. Oui, j'ai menti, hein, c'est peut-être pas bien, mais c'est comme ça que j'ai réussi à avoir le bien, sinon je l'aurais jamais eu malheureusement. Donc sois vraiment un caméléon, c'est hyper important. Adapte-toi en fonction de ce qu'il attend lui, de comment il laisse son caractère éventuellement. Et surtout, montre-toi flexible par rapport au délai d'acquisition. C'est-à-dire que si le vendeur veut vendre très rapidement le bien, toi, il faut que tu sois à chaque fois préparé. C'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné ici, mais il faut à chaque fois que tu aies ton financement avant de te projeter à la recherche de ton bien. C'est essentiel. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que les membres de mon accompagnement font. Et c'est pour ça qu'ils ont 100% de réussite sur tous les biens qu'ils prospectent et qu'ils vont trouver en fait. Ils vont pas avoir d'échec. Et c'est comme ça aussi qu'ils peuvent avoir un levier de négociation vis-à-vis du vendeur qui est très puissant. Si le vendeur veut vendre rapidement, oui, pas de problème. Et puis en plus, on est même capable d'utiliser une petite astuce que j'utilise de temps en temps, c'est tout simplement de faire une offre sans condition suspensive. Alors oui, ça peut paraître risqué en apparence, c'est-à-dire une offre en fait sans condition de prêt. Ça peut paraître risqué en apparence, mais en réalité, moi, à chaque fois que je prospectais, j'avais déjà l'accord de ma banque pour mon futur prêt. C'est la même chose pour les membres de mon accompagnement. Après, évidemment, avoir son financement sans avoir de bien, ça, il y a des choses à savoir pour l'avoir, mais c'est hyper puissant. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait notamment. J'ai acheté un bien qui était une pépite absolue, qui était, je m'en souviens, je l'ai acheté à 147 000 euros de mémoire. Il en valait certainement dans les 220, 230 000 euros. Donc j'ai quasiment gagné 70 000 euros sans rien faire. Et en plus, après, j'ai fait des travaux et le bien aujourd'hui a une valeur de 350 000 euros. J'ai gagné beaucoup d'argent. Alors, je l'ai toujours pas revendu, mais dans l'absolu, j'ai une plus-value latente énorme et j'ai une rentabilité, qui est exceptionnelle également parce qu'évidemment, le bien, je l'ai quasiment acheté 50% en dessous de son prix du marché, à peu près. Donc, c'est très, très puissant. Et comment j'ai réussi à faire ça? Je me suis positionné directement. Je n'ai même pas fait de visite. Et j'ai fait une offre sans prêt. Alors, ça demande des connaissances, ça demande quand même un apprentissage, un savoir-faire, d'avoir son financement. Donc, ne te lance pas à faire ça si t'as pas tout ça, parce que sinon tu vas te planter et surtout tu vas être, je te le dis, dans la merde, parce qu'une offre sans prêt, t'es totalement engagé. Quoi qu'il arrive, il va falloir payer. Même si t'as pas l'argent, tu iras au tribunal parce que le vendeur va t'y soumettre. Donc, fais pas ça. Je te conseille vraiment, avant de te former, de côtoyer une personne qui l'a déjà fait, pourquoi pas, enfin, de te faire accompagner. C'est hyper important. Cinquième point, arrête de scroller, arrête de faire n'importe quoi. Engage-toi, sois réactif quand tu vas voir une bonne affaire. Ça peut faire peur, en fait, quand on voit une bonne affaire, quand on voit un bien très intéressant. Moi, généralement, je m'en souviens, hein, quand je voyais ce genre d'affaires, parfois j'ai un moment d'absence. C'est bizarre, un moment d'absence pendant 15-20 secondes. J'ai comme un blanc parce que je me dis, waouh, c'est pas possible. Et là, ça peut m'arriver de bloquer pendant 10-15 secondes. Mais ces 10-15 secondes sont primordiales parce qu'une personne
peux contacter le vendeur à ta place et tu peux perdre le bien. Donc bon, maintenant, j'ai plus trop ces 15 secondes de battement, mais il faut réagir très rapidement. Donc plutôt que d'hésiter, parce que comme on dit, l'hésitation c'est la ruine, bah, c'est plutôt vrai, lance-toi. Lance-toi, en plus il faut bien te dire à l'esprit qu'en fait, en France, c'est quand même exceptionnel. Tu peux faire une offre, tu peux signer un compromis, tu peux te désengager au 10e jour de la signature du compromis. Donc en fait, quel est le risque? Il n'y en a pas de risque. Donc fonce, après fonce si tu sais pertinemment que c'est un bon bien, bloque le bien, même si tu n'as pas vu tous les documents, ce n'est pas très grave, tu les verras entre l'offre et le compromis, parce que dans tous les cas, le propriétaire devra te les soumettre avant la signature du compromis. Et donc ça, c'est essentiel de le faire absolument. Engage-toi, sois réactif, sois professionnel, ne te laisse pas aller et ne te laisse pas embarquer dans une émotion qui est mauvaise, qui ne va pas t'amener à contrôler justement le processus d'acquisition. Donc ça, c'est une stratégie à mettre en place. Alors, c'est pas une stratégie, évidemment, quant à ta situation, c'est pas une stratégie quant à ton objectif, mais c'est une stratégie concrète pour comment faire pour investir. Et c'est ça du concret qui est important. Évidemment, investir en fonction de ta situation, je l'ai dit, c'est primordial parce que sinon tu vas droit dans le mur et tu vas faire des erreurs. La fiscalité aussi, c'est primordial à anticiper. Mais là, ce que je t'ai dit, c'est du concret et ça va te permettre vraiment de mettre en place, peu importe tes objectifs, un plan d'action pour que tu atteignes justement ton objectif d'acheter ton premier bien immobilier, ton deuxième, ton troisième, peu importe, d'investir. Et c'est ça qui compte et c'est ça le plus important. Une autre chose que je n'ai pas dite avant, côtoie quelqu'un et fais-toi accompagner idéalement par quelqu'un qui a déjà fait les choses à ta place. Tu veux gagner du temps, de l'énergie, ne pas faire d'erreur et tu auras une stratégie directement applicable. Et en fait, moi, si je devais tout recommencer, évidemment que j'aimerais être accompagné directement parce que je gagnerais énormément de temps. Comme je l'ai dit, je ferais pas d'erreur. Je saurais ce qu'il faut faire fiscalement, dans quelle zone d'investissement investir, comment faire pour trouver les biens, voire même me faire apporter les biens si c'est un accompagnement qui est vraiment global. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait. Donc, je t'incite vraiment à faire ça, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. En tout cas, tu gagneras beaucoup de temps. Donc, vraiment, fais-le. La meilleure stratégie, en fait, elle n'existe pas en soi. Elle va dépendre de tes ressources, de ta zone d'investissement, de ta situation, de ton goal final, j'ai envie de dire, de ton but final. Elle va dépendre de tout ça aussi, de ton temps. Est-ce que tu as le temps beaucoup d'investir? Est-ce que tu as le temps d'aller faire des choses plus chronophages, location courte durée, par exemple? Ça demande quand même un peu de gestion, ok? Donc, tout ça, c'est primordial de le prendre en considération parce que si tu copies-colles bêtement les stratégies que Pierre-Paul Jacques t'ont dit, bah, tu vas pas trop y arriver parce que ça va peut-être pas fonctionner pour toi, parce que tu habites pas potentiellement au même endroit qu'eux. Et donc, il y a plein de choses à prendre en considération. Un conseil aussi hyper important, n'essaye pas de rattraper le temps perdu. Le temps qui est perdu, il est perdu, c'est pas grave. Pense maintenant au présent. Parce qu'en fait, si tu penses trop au temps perdu, si tu as des regrets, tu vas vouloir accélérer très vite le développement de ton patrimoine immobilier et tu vas peut-être avoir des objectifs irréalistes. Tu vas peut-être vouloir des rendements irréalistes et donc, en fait, tu ne vas pas au bout du compte investir parce que tu faudras la pépite absolue et la pépite absolue en immobilier, elle n'existe pas partout, elle n'existe pas à tout moment et donc vaut mieux investir, passer à l'action, même si c'est un bien qui est correct avec une rentabilité qui est correcte, plutôt que d'attendre le fameux mouton à 5 pattes. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Frédéric, je suis expat depuis plus de 13 ans. J'ai investi en France, à l'étranger et toujours en habitant à l'étranger et c'est comme ça que j'ai réussi à construire mon patrimoine immobilier, notamment en empruntant en France de l'argent pour investir en France tout simplement et en empruntant avec moins de 10% d'apport. J'ai emprunté avec seulement 5% d'apport jusqu'à 1 500 000 euros d'emprunt, ce qui est quand même hyper puissant. C'est comme ça que j'ai notamment réussi à construire un patrimoine parce que j'ai mis très peu d'argent au début et après évidemment, vu que j'ai fait des bons investissements, mes loyers m'ont rapporté beaucoup d'argent, avec notamment des différés, avec des plus-values. Et donc, j'ai pu récupérer de l'argent que je n'avais pas initialement pour me construire un patrimoine de 5 millions d'euros. Va voir dans la description, je t'ai mis plusieurs liens. Il y a notamment le lien de la masterclass. Il y a un lien si tout simplement tu souhaites te faire accompagner. Et donc, va voir la masterclass. Si tu habites à l'étranger, tu veux investir en France en tant que non-résident, tu en connaîtras beaucoup plus. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, vous en saurez également beaucoup plus sur mes prochaines vidéos parce que vous serez tenu au courant. Laissez un like si ça vous a plu. Et puis dites-moi, c'est quoi votre stratégie? Quelle est la stratégie que vous pensez la plus adaptée pour vous? Quel type de ville vous visez? Quel type de bien immobilier? Et je vous dis à la prochaine vidéo.